Avant de laisser la parole à Patrick Delperdange et surtout la parole à ses mots, je voudrais quand même signaler deux choses. La première, c'est que dans la tradition, dans l'histoire de la série noire, il y a très très peu d'auteurs belges qui ont réussi, c'est presque une réussite d'ailleurs, à entrer dans la série noire. Alors, qu'est-ce que la série noire? Pour ceux qui ne le savent pas, c'était une collection de romans populaires qui a été créée après la guerre avec des auteurs principalement américains. Et petit à petit, la série noire a reçu, s'est introduite à travers le polar français, le néopolar qu'on appelait ça. Et aujourd'hui, cette série noire, le format poche a disparu, mais il reste un grand format. Et Patrick Delperdange poursuit cette tradition du roman francophone, en tout cas à travers cette collection prestigieuse, faut-il le dire. Oui, donc par sa collection, c'est un auteur prestigieux. On peut le dire. On peut le dire. Voilà. Disons-le, il ne le dira pas, mais moi je le dis. Disons-le. C'est un honneur pour les parlantes de recevoir un auteur aussi prestigieux. Alors, on va s'arrêter là. Hein. Oui, j'allais justement poser la question. Avant de te laisser la parole, je voudrais d'abord situer un petit peu les extraits que tu vas nous lire dans le roman. Je vais commencer par la première page et m'arrêter à la page 30. Ah bon, voilà. C'est une incitation à la lecture. J'ai beaucoup réfléchi. Et donc, je me suis dit, on me propose de lire pendant 30 minutes. Je pense que je peux consacrer 1 minute par page. Donc voilà, vous allez avoir droit aux 30 premières pages. Si vous en voulez plus, il y a des tickets à l'entrée. Non, si vous en voulez plus, il ne le dit pas, il y a les romans de Patrick Delperdange et tous ceux de cet après-midi et du soir qui sont à l'entrée aussi. Il n'y a pas besoin de ticket, on paye directement. Dernière question avant de te laisser. Qu'est-ce qu'un auteur ressent à travers la lecture de son propre texte ? J'étais justement en train d'en parler avec Caroline de Mulder qui m'a appris qu'elle venait de faire une lecture juste avant moi. Et je lui disais, en tout cas, je préfère de loin que ce soit moi qui lise plutôt que d'entendre quelqu'un lire. Ça m'est arrivé assez régulièrement, quelques fois en tout cas, d'entendre un acteur, un comédien lire mon texte. Et je lui disais, c'est pas une question de mauvaise lecture, de mauvaise... voilà, c'est que quand j'entends tout à coup mon texte lu en public, et je fais partie de ce public, je me dis, mais tout le monde va se rendre compte à quel point c'est mauvais, et je sais plus où me mettre. J'entends tous les défauts, évidemment. Et donc, chaque fois, je suis déjà en train de transpirer un peu, rien que d'y penser, en fait. Et donc, je préfère de loin lire moi-même, comme si, en lisant moi-même, je me concentre sur la lecture et pas sur les mots. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si. Est-ce que ça veut dire que, préalablement, dernière question, est-ce que tu as écrit comme s'il fallait le lire ? Mais non, c'est ça aussi le problème. La plupart des romans ne sont pas écrits pour être lus à haute voix en public. La plupart des romans sont écrits pour être lus avec notre propre voix intérieure, seul face à cet ouvrage. Donc c'est toujours un peu, c'est pas bancal, mais c'est toujours un peu des expédients. Par exemple, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Quand on lit soit le texte, on n'a pas besoin d'indiquer qui parle, par exemple, dans les dialogues. Si je vous lis, comme je vais le faire bientôt, le texte sans vous indiquer qui parle, c'est un peu plus compliqué. La compréhension n'est pas facilitée, en tout cas. Voilà. Donc, c'est pas un texte de théâtre, c'est pas un texte de chanson, c'est un texte qui est fait normalement pour ne pas être lu en public. Mais vous m'avez si gentiment invité... C'est les parlantes. Ah oui, excusez-moi. D'accord. Donc les parlantes m'ont si gentiment invité que j'ai accepté de lire mon texte en public, mais voilà, en sachant que c'est pas la meilleure façon de découvrir un texte, j'ai l'impression. Voilà. Donc vous pouvez donc rentrer chez vous. En tout cas, un grand merci d'être venu auprès des parlantes et de nous raconter, en tout cas nous lire les 30 premières pages de Si tous les dieux nous abandonnent. Alors, je m'appelle Patrick Delperdange. Je m'étais juré de dire ça depuis que j'ai vu le film sur Truman Capote, qui convoque toute la presse, tout le gratin, pour lire un extrait de ce qu'il est en train d'écrire. Et tout le monde, évidemment, est au courant de qui il est. C'est une vedette, bien plus énorme que ce que je peux l'être. Et donc, malgré tout, il commence en disant... Bonjour, je m'appelle Truman Capote. J'ai trouvé ça tellement bien, je me suis dit la prochaine fois, je vais replacer ça. C'est fait, donc c'est terminé.
On va passer aux choses sérieuses. Donc, si tous les dieux nous abandonnent, je vais également... Non, ça ne va pas commencer, hein, ça ne va pas encore commencer. Chaque chapitre, en fait, est raconté, est pris en charge par un narrateur qui parle à la première personne. Il y a 3 narrateurs. Il y a d'une part Céline, une jeune femme. Il y a Léopold, un vieux monsieur qui est proche de la mort. Et il y a Jocelyn. Je vais donc dire à chaque fois, citer le nom du narrateur. Donc le bouquin commence par Céline. La voiture s'est engagée sous la voûte des arbres qui enlaçaient leurs branches par-dessus la chaussée, et le clair de lune grisâtre a disparu. J'ai observé son profil du coin de l'œil, sans bouger la tête. Il se tenait penché vers l'avant, les mains agrippées au volant, immobile, les paupières réduites à des fentes. Il aurait tout aussi bien pu être endormi. Dans la lueur bleutée montant du tableau de bord, les rides de son visage semblaient tracées au feutre noir. Il a dû sentir mon regard car il s'est tourné vers moi. « Si je n'étais pas passé par là, vous y seriez encore, ma petite dame. »« Oui, merci, je commençais à me faire du souci, effectivement. »« Pas de quoi, je veux dire, pas de quoi me remercier, j'en aurais fait autant pour n'importe qui. » J'ai eu un petit rire avant de comprendre que sa remarque n'était pas ironique. « Il va se remettre à neiger, a-t-il ajouté, et avec le froid... » Il a haussé les épaules, manière de terminer sa phrase. « Vous pouvez me déposer en ville, ai-je déclaré. Je trouverai un endroit où passer la nuit. Je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps. Quand vous m'ennuierez, je vous le ferai savoir. Et j'aimerais bien comprendre de quelle ville vous parlez. Si c'est de Valmont, il n'y a rien qui permette d'en parler de la sorte. C'est juste une dizaine de bâtisses rassemblées autour de la Nationale. Si quelqu'un accepte de vous loger à cette heure-ci, je veux bien manger mon chapeau. » Je n'avais jamais entendu parler de Valmont, mais si ce qu'il affirmait était exact, je n'y trouverais rien de ce que je cherchais. Pas de lit où m'étendre à l'abri du froid et du vent, pas de douche chaude, pas de repas, sans doute même pas de nourriture. En imaginant même qu'il existait une épicerie dans les environs, elle devait être fermée depuis longtemps. « J'ai une chambre, a repris le vieux, à condition que vous ne craigniez pas de dormir dans une pièce remplie de fantômes. Vous en faites partie ?» Il a fait cliquer ses lèvres. « Pas encore. Contente de l'apprendre. Il y a ma femme qui est morte dedans. Je veux dire, elle n'y est plus, bien sûr, mais c'est dans ce lit qu'elle a rendu son dernier soupir. » J'ai attendu un moment. La voiture glissait sur la chaussée, lentement, sans à-coups, les cônes des phares découpant la nuit de plus en plus noire. « C'est ce qu'on dit dans ces cas-là, a-t-il ajouté d'une voix changée, le dernier soupir. Reste à espérer que c'était le dernier pour elle, parce que de mon côté, j'ai continué d'en entendre. Je crois bien qu'ils n'ont jamais cessé. « Ça fait longtemps ?» Il n'a pas répondu. Peut-être ma voix s'était-elle perdue dans le ronronnement du moteur. Le coin de sa bouche, celui que je voyais, se retroussait en une grimace qui faisait jouer les rides sur sa joue. J'ai pris mon sac à dos posé sur le sol entre mes jambes. Je l'ai ouvert et j'ai écarté le pull ensanglanté et le couteau enveloppé de son manchon de cuir. Le couteau que je n'avais pas osé replacer à ma ceinture après ce qui s'était passé, avant de sortir la bouteille de genièvre que j'avais emportée en partant et qui était pratiquement vide. Je l'ai porté à mes lèvres et j'ai bu ce qui restait d'alcool. Le patelin dont il avait parlé est apparu dans la lumière, des bâtiments bruns de 2 ou 3 étages placés de part et d'autre de la route. Il y en avait sans doute davantage que ce qu'il avait déclaré, mais aucun ne semblait habité. Derrière leurs rideaux soigneusement tirés, toutes lampes éteintes, les habitants de Valmont s'étaient calfeutrés pour la nuit, en prévision de la neige qui allait tomber. La maison du vieux se trouvait à la sortie de la petite cité campagnarde, au bout d'un sentier caché par 2 rangées de grands arbres qui remuaient doucement dans le vent. Il a arrêté la voiture au milieu d'une cour entourée de constructions sur 3 de ses côtés. Il s'agissait d'une ferme, mais j'ai vite compris qu'elle n'était plus utilisée depuis pas mal de temps, peut-être même des années. Plusieurs portes bâillaient sur leurs gonds, des vitres étaient fendues, des tuiles s'étaient envolées. Des tas de foin pourrissaient, massés contre les murs. Les phares se sont éteints et nous avons été plongés dans l'obscurité. Le logis occupait le bâtiment central. Le vieux a allumé une grosse lampe accrochée au-dessus de la porte, qu'il a ensuite ouverte. Il est entré chez lui sans attendre. J'ai levé les yeux au ciel, mon sac à dos suspendu à mon épaule. Des nuages s'effilochaient dans la lueur de la lune. Au-dessus d'eux,
Ce n'était qu'une masse sombre et inerte, sans la moindre étoile visible. J'avais l'impression d'avoir parcouru des milliers de kilomètres depuis que j'étais parti, d'avoir atteint un autre pays, loin de ce que j'avais fui. Et pourtant, je me suis tourné vers le chemin creux que nous venions d'emprunter pour arriver jusqu'ici, craignant d'apercevoir une silhouette cachée au milieu des arbres. « Décidez-vous » a crié le vieux, « je ne vais pas laisser ouvert toute la nuit. » Il faisait plus chaud à l'intérieur que je ne l'avais imaginé. Un gros poêle à bois occupait un angle de la pièce, surmonté d'un tuyau qui montait vers le plafond, avant de former un coude et de partir vers la gauche pour chauffer le reste de la maison. On ne pouvait pas dire que c'était le confort moderne. Je ne savais même pas qu'il existait encore ce genre de chauffage. Le vieux m'a jeté un bref regard alors que je refermais la porte derrière moi. La chambre est par là. Merci. Il paraissait soudain excédé. Il a posé la bûche qu'il s'apprêtait à glisser dans le poêle. Si vous souhaitez qu'on s'entende, ma petite, arrêtez de me remercier à tout bout de champ, ça en devient gênant. Entendu. Je m'appelle Céline. Il a hoché la tête, supposant le prénom que je venais de prononcer, comme s'il essayait de voir si ça évoquait quelque chose dans sa mémoire. Peut-être avait-il un jour connu une autre Céline. C'était sûr que de mon côté, je n'avais jamais fréquenté de vieux dans son genre. Pratiquement aucun vieux d'ailleurs. En tout cas, pas de cet âge. Il devait sans doute être près de 80 ans. Vous allez loin ? Pardon ? Il a claqué la porte en fer du poêle après avoir poussé la bûche à l'intérieur. Je me doute bien que vous n'êtes pas venu passer des vacances à Valmont, en plein hiver. D'accord, je vais loin, oui, en effet. Si vous êtes encore partante pour une petite rasade, après la gorgée que vous avez bu, j'ai une bouteille de rhum entamée. On dira que c'est pour fêter l'année nouvelle. Ça vous dit, Céline ? Il n'a pas attendu ma réponse. Il est passé dans la pièce voisine, a allumé. J'ai entendu cliqueter des verres. Bon, a dit le vieux en revenant, vous comptez rester planté là jusqu'à demain ? Venez donc vous asseoir. Vous ne m'avez pas dit votre nom. Il m'a interrompu d'un geste de la main. Je ne dis rien à personne depuis longtemps, Céline. Laissez-moi un petit temps pour m'habituer, d'accord ? Je ne me parle plus qu'à moi-même, ce qui fait que je ne dis plus grand-chose. Qu'est-ce qu'il lui aura raconté ? Je ne vais pas passer mon temps à refaire l'histoire. J'ai pris le verre qu'il venait de me servir, un dé à coudre rempli d'alcool brun. Léopold, a-t-il ajouté. C'est Léopold qu'on m'appelle. Mais je ne me souviens plus de la dernière fois qu'une femme m'a appelé comme ça. Jocelyn. Il n'y avait plus une goutte de marc dans la bouteille depuis bien longtemps, mais vu que je ne savais pas à quoi occuper mes mains, je l'ai prise et je l'ai retournée au-dessus de mon verre et j'ai attendu un bon moment, sans rien dire. Je sentais le regard de Maurice, mais il ne disait plus rien non plus. Alors on entendait le murmure de la télé qui n'éteignit jamais, rangé sur l'armoire à côté des pots de lapin qui sèchent. On ne pourra pas dire que je ne lui ai pas fait ses 4 volontés, a fait Maurice. C'est peut-être ça ton tort, j'ai dit. Et aussitôt, j'ai su que j'aurais mieux fait de continuer à me taire, parce que tout ce qu'il attendait, c'était d'entendre une voix pour lui prouver qu'il y avait bien quelqu'un dans la cuisine avec lui. Putain de bordel, il a dit en tapant le poing sur la table. Je ne sais pas ce qui me retient de lui courir au cul pour la ramener ici par la peau du dos. Et c'est pas ce petit enculé de serveur à la noix qui pourrait m'en empêcher, ça je peux te l'assurer. Après tout, il n'a pas de droit sur elle, non ? Tout ça parce qu'il baise mieux que moi, ou quoi ? Qu'est-ce qu'elle peut en savoir d'abord ? On n'a pas couché depuis des mois. Peut-être que j'ai appris des trucs en douce depuis la dernière fois. Il s'est arrêté juste au moment où il a vu que j'ouvrais la bouche pour lui répondre. En fait, je ne tenais pas à lui répondre. Je n'avais pas la moindre idée de ce que je pouvais dire. Tout ce que je souhaitais, c'était qu'il arrête de me parler de ses parties de cul avec Madeleine, parce que je ne voulais pas en savoir trop à ce sujet, vu que Madeleine, j'y avais pensé plus souvent qu'à mon tour ces derniers temps, et que j'aurais préféré pas être son frère à Maurice. Le barman du Moonlight, lui, il n'avait pas eu ce problème. Bon, à présent, il n'avait plus de boulot, parce que son patron l'avait viré en apprenant l'affaire, mais il avait Madeleine. Je n'arrivais pas à décider s'il avait gagné au change. Plus couché depuis des mois. Je commençais à saisir l'air qu'elle avait, Madeleine, ces derniers temps. Quant à Maurice, je le connaissais trop bien pour lui faire une remarque à ce sujet. On ne devrait jamais rien connaître de ce genre de détails concernant son frère. Ça, je le pensais avant, et je le pensais encore plus maintenant qu'il était là devant moi. Le visage renfrogné comme un vieux chien, le poing serré sur la table avec un air qui vous invite à le provoquer si vous tenez vraiment à vous créer des ennuis. « Tu sais où ils sont ?» il m'a demandé Maurice. J'ai haussé les épaules. J'ai rien entendu dire, mais ils sont plus en ville en tous les cas. Ça sert à rien de t'exciter. Maurice s'est levé en faisant trembler la table et les verres et la bouteille vide que j'avais reposée et que j'ai rattrapée avant qu'elle tombe.
Je vais lui dire ma façon de penser, a marmonné Maurice. La dernière fois que j'avais essayé de le faire changer d'avis, il avait failli me donner un coup de serpe en plein front. Alors là, tout ce que j'ai fait, c'est le suivre dans la nuit en priant le ciel pour qu'il soit parti sans demander le reste. Madeleine et son serveur. Mais allez compter sur le ciel pour vous exaucer. Autant demander à un lapin de vous jouer du violon. Céline. La neige s'était accumulée au bas de la porte, chassée par le vent qui avait soufflé toute la nuit. J'ai fait quelques pas, en serrant contre moi les pans de ma petite veste. Le soleil se reflétait sur la mince couche de flocons en train de fondre et m'éblouissait. J'ai marché vers les arbres, une main glissée sous ma veste pour la porter à mon ventre, et j'ai tâté délicatement ma peau du bout des doigts pour ne pas réveiller la douleur. Je ne sentais pratiquement plus rien, une vague gêne quand j'appuyais à hauteur de ma vessie. « Le café est prêt !» a lancé Léopold derrière moi. Je suis revenu vers la maison. Il se tenait sur le seuil, vêtu d'un pantalon propre et d'une chemise à carreaux rouge et bleu qui portait encore des marques de plis. Il avait boutonné le col jusqu'en haut et un peu de la chair flasque de son cou débordait de l'étoffe raidie par leur passage. Au cours de la nuit, je l'avais entendu aller et venir à un bon moment dans le séjour, alors que je m'étais enfermé dans la chambre de gauche. Assise au bord du lit, un lit si haut que mes pieds ne touchaient pas le sol, dans l'obscurité presque parfaite de la pièce, je guettais les bruits venant du dehors, mais je ne percevais que les rafales de vent qui se cognaient au mur et faisaient cliqueter les vitres dans leur châssis. Toute cette ferme était si vieille qu'on avait l'impression qu'elle allait tomber en poussière d'un instant à l'autre. « Bien dormi ?» Il servait 2 bols de café à la grande table. « Pas du tout, ai-je dit en souriant. Ça m'arrive souvent quand je me retrouve dans un endroit inconnu. »« Moi non plus, je n'ai pas fermé l'œil, a dit Léopold. Je déteste le bruit du vent, ça me pousse à ruminer des bêtises. Au moins, il faisait chaud. Vous avez raison, il valait mieux que je ne passe pas la nuit dehors. J'ai pas grand-chose à vous offrir d'autre que du café, a-t-il ajouté au bout d'un moment. Je ne suis pas un grand mangeur, surtout le matin. Vous m'avez déjà offert assez de choses comme ça, Léopold. Il a hoché la tête. Le café était très clair dans le bol. J'ai jeté 2 morceaux de sucre et ce qu'il tenait d'une bouteille de lait, ce qu'il restait d'une bouteille de lait que Léopold avait rapportée de la cuisine. J'ai avalé le tout rapidement et je suis retourné dans la chambre que j'avais occupée. Mon pull achevait de sécher, étalé sur le dossier d'une chaise dans la lueur du soleil. Je l'avais plongé dans l'eau froide du petit lavabo aménagé dans un angle de la pièce. Il n'y avait bien sûr pas de salle de bain. Il n'y avait même pas de baignoire, ni de douche. À se demander comment faisait le vieux Léopold pour se tenir propre. Et pour sa lessive, je pense qu'il devait mettre lui aussi ses vêtements à tremper dans un évier. Il restait des auréoles brunâtres sur mon pull, à l'endroit où le sang avait séché. La laine était encore humide et lourde, malgré mes efforts pour l'essorer. J'ai rangé le pull dans mon sac à dos, repoussant tout au fond la gaine de cuir, d'où dépassait le manche de corne du couteau. J'aurais préféré ne plus jamais avoir à porter ce vêtement, mais je ne pouvais pas me montrer difficile, vu ma situation. « Je ne suis qu'un vieux bonhomme, a dit Léopold, quand il m'a vu ressortir de la chambre avec mon sac à dos, mon sac sur le dos. Vous allez me trouver idiot, mais j'aimerais bien savoir ce que vous comptez faire en partant d'ici, Céline. Je n'en sais trop rien, je dis, excusez-moi. Vous voulez que je vous dépose quelque part? Non, c'est gentil. Ah ben alors tant pis, a fait Léopold. Il s'est levé et est allé dans la cuisine. J'ai patienté un moment, mais il ne s'est plus montré. Il devait être vexé par mon attitude. J'ai quitté la maison, traversé la cour en dépassant la voiture et pris la direction de la chaussée que nous avions suivie la veille, après avoir laissé le village derrière nous. La neige commençait à fondre et se transformait en flaques. Une odeur de fumée flottait dans l'air froid. La route était déserte. On aurait cru que personne ne l'avait empruntée depuis des décennies, des semaines ou des années. Je n'apercevais aucune trace de pas sur le bas-côté où je marchais, ni même de sillon de pneus sur la bande de bitume parsemée de neige grisâtre. Il m'a fallu un temps pour me rappeler que nous étions dimanche et que la plupart des gens étaient sans doute chez eux, devant un feu ouvert, à siroter des boissons chaudes, en grignotant du pain grillé. Je n'avais pas fait plus de 2 kilomètres sans rencontrer âme qui vive, quand le soleil a soudain disparu derrière un voile nuageux. Quelques minutes plus tard, les premiers flocons sont mis à tomber en grosses poignées cotonneuses qui ont rapidement recouvert la route. La neige se plaquait sur mon visage
au point qu'il m'a fallu m'abriter les yeux de la main pour ne pas être aveuglé. J'ai senti un frisson remonter le long de mon dos jusqu'à mon cou. J'ai dévalé le talus pour me faufiler entre les troncs en bordure de la chaussée. J'ai ouvert mon sac pour y prendre mon pull et je l'ai enfilé tout en sachant que cela n'allait pas me procurer beaucoup de chaleur. Au bout d'un moment, j'ai compris que la tempête n'allait pas s'arrêter de sitôt et que je ne gagnerais rien à rester sous le couvert des arbres, d'autant que de la neige fondue commençait à tomber en gouttes glacées et se glissant entre les branches. Je remontais sur le bas-côté enneigé quand j'ai entendu un aboiement dans le lointain, venant vers moi. J'ai essayé de discerner l'animal qui l'avait poussé au travers des rafales de flocons qui tourbillonnaient avec fureur. Les aboiements ont repris, plus vifs et plus brutaux. Il devait s'agir de 2 chiens qui s'agaçaient l'un l'autre. Je ne sais pourquoi. J'ai cherché autour de moi un bâton, une pierre, une chose avec laquelle je pourrais me défendre. J'ai aperçu une branche tombée dans les fourrés et en voulant me pencher trop rapidement pour m'en saisir, j'ai glissé dans une flaque et j'ai valsé sur le côté. La douleur s'est soudain réveillée dans mon bas-ventre, comme si elle n'avait attendu que cela pour se rappeler à mon bon souvenir. Les chiens sont apparus au milieu des flocons et se sont aussitôt lancés sur moi, en poussant un grognement sourd. Toujours allongé sur le sol boueux, j'ai pointé la branche vers eux. Un des chiens, un berger à la robe fauve, a poussé un long aboiement furieux, tandis que l'autre, au poil plus sombre, presque noir, se figeait pour m'observer de ses yeux pétillants, la gueule ouverte sur ses crocs, la langue pendante, des bouffées de vapeur s'échappant de sa bouche. J'ai voulu me remettre debout et le chien fauve s'est jeté sur moi. Ses mâchoires se sont refermées sur le bas de ma jambe, que je venais de tendre vers lui pour le repousser. J'ai senti ma chair se déchirer comme on cisaille un bout de viande à l'aide d'une lame. J'ai abattu ma branche sur le crâne du chien, qui s'est éloigné en grognant, avant de revenir vers moi, décidé à mordre à nouveau. L'autre chien avait disparu. En tout cas, je ne le voyais plus. Du bout de ma branche, que je tenais à 2 mains, j'ai donné un nouveau coup au berger fauve. De toutes mes forces. Il a reçu le choc sur l'épaule et s'est écarté en couinant. Dans une volte-face nerveuse, il s'est détourné et soudain parti au pas de course sur la chaussée, retournant d'où il venait. Je me suis mise à trembler. J'ai baissé les yeux vers ma jambe. Mon pantalon était déchiré et l'on apercevait la blessure qui saignait déjà, tachant le tissu en coulant dans ma chaussure. J'ai senti ma tête tourner. J'ai voulu me retenir, mais il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Rien que du blanc tout autour de moi. Rien que du froid et de la neige et du blanc. À perte de vue. Léopold. D'accord. C'était un prétexte pour sortir et pour aller voir ce qu'elle était devenue. Je m'étais tout à coup fourré en tête de changer les bougies de l'Opel, comme si elle avait besoin de ça. J'ai donc été chercher ma caisse à outils dans l'appentis derrière la cuisine et j'ai fait le tour par l'arrière pour revenir dans la cour où j'avais laissé la voiture en rentrant la veille. J'ai marché lentement en jetant des regards aux environs. Des plaques de neige s'étalaient dans le champ qui descendaient jusqu'au ruisseau entre les touffes de chardon que je n'avais plus coupées depuis des mois. Je suis arrivé à l'entrée du chemin et j'ai espéré la voir entre les peupliers, mais il n'y avait rien, jusqu'au bout, là où ça débouche sur la chaussée. Je l'aurais vue si elle s'était tenue là, avec sa veste rouge qui attirait l'œil, comme je l'avais vue hier en revenant du garage de Profondeville, recroquevillée comme un petit moineau tombé du nid, assise le long de la route, la tête entre les jambes. J'ai posé ma caisse à côté de l'Opel et puis je me suis dit que j'allais la démarrer pour m'assurer une dernière fois que ça valait la peine de lui changer ses bougies. C'est comme ça que je me suis retrouvé au volant et que j'ai roulé vers la chaussée sans même y penser. La neige est repartie à tomber quand j'ai atteint Valmont. Céline n'était nulle part et je me suis dit que j'étais idiot d'avoir cru qu'elle allait prendre cette direction alors que je lui avais servi la veille, avec ce que je lui avais servi la veille au sujet du village. C'était pas faux d'ailleurs. Il n'y a rien à faire à Valmont, à part compter les jours, jusqu'à ce que ça s'arrête. J'ai fait demi-tour et, dans le va-et-vient des essuie-glaces, qui n'arrivaient déjà plus à dégager le pare-brise, j'ai repris dans l'autre sens. Tant qu'à faire, je pouvais pousser jusqu'à Saint-Boniface, voir si des gens s'étaient décidés pour la messe. Ça m'a fait sourire tout seul dans ma voiture. L'idée que j'étais prêt à m'abuser moi-même au point de penser à cette église,
rien que pour avoir une raison de patrouiller dans le coin à sa recherche. J'ai repensé à son visage et à ses yeux qui m'épiaient en coin pendant que je conduisais pour rentrer. Je ne savais pas que ça m'avait manqué autant. Ça s'était réveillé alors que ça ne bougeait plus depuis si longtemps que je m'étais imaginé que c'était mort. J'étais si distrait que j'ai bien failli ne pas voir les 2 chiens de Maurice qui ont soudain surgi devant moi au milieu de la bourrasque. J'ai freiné pour ne pas les écraser et j'ai senti l'Opel qui se mettait à chasser, mais la couche n'avait pas encore eu le temps de durcir et la chaussée n'était pas si glissante. Mes roues se sont arrêtées à une dizaine de centimètres du fossé. Les chiens se sont mis à aboyer comme des enragés qu'ils sont. Je lui ai déjà dit et répété 1000 fois à Maurice de tenir ses fichus molosses. Il ne faudrait pas qu'ils viennent jouer les imbéciles quand ils auront attaqué une bête ou même une personne. Ils sont assez mauvais pour ça, je crois même que Maurice les a dressés pour. Je suis sorti de l'Opel pour les chasser et les forcer à rentrer chez eux de l'autre côté du bois des Martyrs que traversait la chaussée. La neige tombait drue et il était presque impossible d'y voir à plus de 10 mètres. La tache de sang était presque recouverte quand je l'ai aperçue de l'autre côté de la route, large comme une assiette et rouge comme la veste de Céline. C'est ce qui m'a fait marcher jusque-là, malgré la tempête et le froid. J'ai observé le sang un moment, dans le silence si particulier, aux chutes de neige, où tous les bruits semblent étouffés, et puis j'en ai vu d'autres qui dévalaient le talus jusqu'au premier tronc. Et puis j'ai vu Céline, allongée à plat ventre comme une morte, les cheveux étalés dans la boue neigeuse.